Bonsoir à tous. C'est toujours un excellent plaisir pour nous de vous retrouver sur Live TV, la télé sans filtre, surtout quand nous savons que vous avez passé un bon week-end à regarder le programme de Live TV, la télé sans filtre. Nous démarrons cette semaine pour la première de la semaine de ce talk des vacances. Merci d'être avec nous, de rester avec nous, de partager le direct, de commenter tous les sujets à discuter, les sujets croustillants que nous discutons donc pendant cette émission. Et puis de continuer, je le répète, à partager ce direct. Bienvenue à tous. Merci d'être là et merci à tous nos chroniqueurs, toute mon équipe, l'équipe de Choc des Vacances qui est installée pour défendre chacun son avis sur les sujets que nous allons discuter ce soir dans cette émission. Isabelle Vauvor nous a rejoint. Bonsoir Landry, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Franchement, je suis très contente de venir parce que ça faisait une semaine qu'on m'avait privé du talk et ce soir, en tout cas, j'ai des choses à dire. Voilà, que Maï me programme comme ça assez souvent, c'est assez sympa. Tu préfères quoi, lundi ou vendredi? Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, d'accord. Maï, t'as entendu? D'accord, très bien. Alors, Aïcha Crépi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien. J'espère que tu as passé un bon week-end et que vous aussi sur le plateau et vous aussi chez vous. Très bien. Arnaud Goyi, j'ai entendu quelque chose dans mon oreille, j'ai failli crier de rire, mais bon, c'est pas grave. Il se passe des choses en régie quand même. Comment ça va, Arnaud? Bonsoir Eric, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les posts, sur Internet, et puis ravi de vous retrouver, même si je suis un peu fatigué quand même. C'est vrai? T'as fait quoi? Beaucoup de choses. T'as fait beaucoup de choses? Comment ça le vendredi? After work, terrible. Bon, on n'en parlera pas à l'antenne. Comment ça va? Ouais, ça Gandhi? va, Landry, ça va. J'ai repris quand même avec le week-end. Je me suis bien reposé. Et là, je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont dans la diaspora, qui suivent live. Explique-moi le nœud pape. Le nœud pape. Explique-moi le nœud pape. C'est juste pour me distinguer. Positivement d'ailleurs. Très bien. Great. Positivement d'ailleurs. D'accord. Ben là, je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à un des nôtres. Il est de l'équipe technique, il se nomme Stéphane Legbedji, un des ingénieurs de son que Happy je birthday, préfère. Steph. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Voilà, c'est un beau lundi pour toi. Et pour nous aussi. Commençons cette émission, bien sûr, avec Ça fait l'actu. Et qu'est-ce qu'on a dans Ça fait l'actu? On va y aller tout de suite. On démarre en politique avec le PDCI dans sa reconquête du pouvoir qui a initié les journées d'orientation. On le voyait donc dans l'enseignement, mais bon, en politique aussi. Donc désormais, il y a les journées d'orientation. C'est le PDCI qui a initié ces journées-là pour ces nouveaux militants, on va dire. Et la première journée a été donc ce jeudi 15 août, jeudi 15 août dernier, à la maison du parti. Et des militants donc désireux d'intégrer le parti se sont rués à la maison du parti donc du président Thiam. Pour participer à ces journées d'orientation. Arnaud Goyi nous en dit plus. Oui, exactement. Donc ce 15, c'est-à-dire le jeudi dernier, il y a eu des journées d'orientation au sein du PDCI-RDA. Le but de ces journées, comme tu le disais, c'est d'orienter les différents militants sur le fonctionnement du parti et les différentes structures qui sont à l'intérieur du parti. Parce que vous savez qu'il y a des structures de jeunesse, de femmes, etc. Donc c'est une sorte d'immersion des nouveaux militants, une sorte de formation à quoi bas pour leur permettre à la fois de connaître davantage le parti dans lequel ils décident de militer, mais également de pouvoir plus facilement se faufiler dans les différentes structures du parti. C'est une nouvelle parce que c'est la toute première édition. Ce genre de rendez-vous existait, mais différemment au sein du PDCI, était très épisodique. Selon ce qu'on a compris, c'est que cette initiative sera beaucoup plus régulière parce que le PDCI affirme que depuis la mise en place de son formulaire en ligne d'inscription, le IPDCI, plus de 26 000 personnes se seraient enrôlées dans ce parti dans ces derniers mois. Donc, il faut canaliser ce flux de personnes qui sont à l'intérieur du parti et leur permettre de pouvoir vivre leur vie militante en toute tranquillité. D'accord. Isabelle Vauvor, alors comment juger cette initiative qui est quand même nouvelle pour ce parti? Oui, alors déjà la saluer et puis dire en tout cas que l'organisation a été faite de main de maître par Diaoufoué, qui est donc le secrétaire exécutif du parti en charge de la mobilisation. Il est vraiment sur le terrain depuis pas mal de mois déjà. Donc selon en tout cas Nicolas Machiavel, dans Le Prince, qui est une source vraiment intarissable de données en termes de connaissances de matière en politique, on dit qu'il faut se faire aimer par le peuple pour pouvoir prendre le pouvoir. Et c'est dans cette dynamique-là en fait que le PDCI s'inscrit depuis
en tout cas ce renouveau, ce vent de renouveau qui souffle sur ce parti-là. Donc c'est une stratégie de séduction que le PDCI est en train d'adopter pour justement ces nouveaux majeurs, pour les nouveaux militants, pour les sympathisants, parce qu'il faut savoir distinguer les sympathisants et les militants. C'est-à-dire qu'on est militant, certes, d'un parti politique, on peut être aussi sympathisant, mais pas actif. Donc, du coup, pouvoir entraîner tout cela dans la danse. Il faut savoir aussi que le PDCI s'apprête à célébrer ses 80 ans. Donc, c'est 80 ans d'histoire qu'il va falloir, en tout cas, s'approprier pour ces nouveaux majeurs, pour ces nouveaux militants, pour ces sympathisants, pour les militants qui étaient inactifs, qui aujourd'hui reviennent dans la maison du parti. Donc, s'approprier les idéaux, les valeurs, le socle, en tout cas, de ce qui fait ce plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Et puis, tout simplement aussi, c'est une stratégie de recrutement active, mais de masse, mais surtout qui s'appuie sur la technologie, voilà, avec le IPDCI, un peu comme les autres partis politiques aussi le font. C'est pas nouveau. Et ça s'inscrit, tout ça, ça s'inscrit en tout cas dans un contexte à la fois de préinscription sur une liste électorale, donc la CEI, et de préélection à l'élection présidentielle, tout simplement. Donc je pense que le PDCI aujourd'hui est dans une bonne dynamique, va de l'avant. Il faut continuer ainsi parce que c'est ce qui fait en tout cas rayonner la démocratie en Côte d'Ivoire et saluer justement le cadre dans lequel la gouvernance RHDP installe en tout cas tous les autres, je savais que Arnaud allait rigoler quand j'allais dire ça, installe en tout cas tous les autres partis de l'opposition et c'est ce qui fait vivre en tout cas notre démocratie. C'est le beau jeu politique, c'est ça qu'il faut faire. Aïcha Crépy, comment on observe cette nouvelle forme de formation, parce qu'on parle de journée d'orientation, et dans ces journées d'orientation, il faut enseigner donc, les jeunes militants, même les plus anciens, les militants dormants, il faut les remettre sur la voie de la vision. Il faut les informer à la culture démocratique, c'est cela? Oui, c'est intéressant, c'est comme si j'étais perdu. Mais je trouve que... Non, c'est une petite boutade, mais... oui, il y a un côté très pédagogue, mais ce n'est pas que le PDCI, on voit les autres partis le faire. Il y a un côté très... on va vous remontrer ou vous montrer qui on est, et quand bien même on soit le premier parti, il me semble, de la Côte d'Ivoire. On note que le parti a enregistré, selon lui-même, 8000 nouveaux adhérents il y a quelques mois, donc c'est intéressant. Effectivement, la plateforme en ligne IPDCI ressemble à d'autres plateformes comme celle du RHDP notamment, et j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Heureusement qu'on a compris que le digital est pratique, et en plus coûte peu cher, contrairement à d'autres moyens, au print ou à d'autres façons de s'enregistrer. Alors, la jeunesse a besoin effectivement d'être peut-être sollicitée, mais pas que. Je crois que c'est Assali Chemoko qui a dit dans une interview il y a quelques jours qu'il y a des gens qui votent par ethnie. C'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle, on le sait. Donc il faut former aussi les vieux, pas que les jeunes. Et quand je dis les vieux, c'est avec beaucoup de respect. On parle de nos vieux. Par contre, je note qu'il y a eu du monde aussi. On les a vus ce week-end à Boundiali, je crois. Boundiali, qui est une ville où le RHDP a eu 93% des votes aux dernières élections municipales. Donc la maire qui s'appelle Maria Toukone est du RHDP. Et malgré ça, il y avait quand même du monde. C'est ce qu'on a vu, en tout cas, dans les images auxquelles on a assisté. Et puis, ils ont été quand même au front, dans les paroles. Au niveau du parti au pouvoir, ça n'a pas été de la rigolade. Et quand bien même, on soit dans une terre un peu hostile. C'est ça aussi la démocratie. Donc c'est bien. Il faut justement que ce genre de choses puissent arriver dans la paix. Tout simplement. Et puis, je note que M. Tidiane Thiam, le président donc, du PDCI, avait dit il y a quelques mois, notre priorité est d'élargir justement la liste électorale. Bon, c'est intéressant, mais je m'interroge en fait sur le côté pédagogue, le côté où on forme des militants qui, pour moi, devraient adhérer, bon, je ne suis pas dans le sentimentalisme, mais peut-être avec le cœur déjà, et connaître les partis de Côte d'Ivoire, notamment le PDCI. Tu veux dire qu'ils y sont parce qu'ils connaissent, parce qu'ils savent la vision, les démarches? Oui, j'ai l'impression qu'on est dans une campagne, pas qu'au PDCI, qu'on est dans une campagne de formation politique, parce qu'il y a une élection qui arrive dans à peu près 1 an. Je trouve ça un peu juste au niveau du timing. Je veux dire, un parti, c'est dans les tripes, et c'est parce qu'on s'aligne aussi sur leurs idées. Il y en a, on ne connaît même pas leurs idées, mais ils sont en campagne. Par rapport à quoi? D'accord, d'accord. On n'est pas sûr que c'est nouveau. Est-ce que c'est nouveau? Ils l'ont fait hier, ils le font aujourd'hui, ils vont certainement continuer. Gandhi n'a pas dit son mot? Bon, je pense que pour cet événement, il faut d'abord saluer le PDCI, parce que c'est quand même un fait marquant, c'est innovant. Le PDCI a été toujours dans un registre classique, là où on faisait des adhésions de façon classique, mais cette fois avec l'ère Thiam. Il veut innover, il veut montrer, en fait, il veut laisser ses empreintes, et déjà, je pense que c'est à saluer. Mais en fait, ce qui est encore intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le PDCI profite et il donne de grandes lignes pour sa formation. Il veut former ses militants à choses, comme on appelle, suite l'histoire même du PDCI.
Et mieux, il veut montrer en fait que le PDCI se sent comme un parti prêt pour les présidentielles de 2025. Parce que tout ce qu'on fait, tous ces événements, eh bien, toutes ces actions-là, c'est en fait pour aller vers 2025. Donc Thiam, il montre déjà qu'il a une nouvelle vision, il le traduit dans les actes. Et je pense que le PDCI veut montrer aujourd'hui que c'est un parti qui s'actualise avec, comme les autres partis du monde entier, avec la digitalisation. Les autres partis le font déjà, le RHDP le fait bien, il communique là-dessus, le Front populaire aussi le fait bien, même s'il ne communique pas. Mais je pense que dans l'un ou dans l'autre, le PDCI est en train de monter en grade et Thiam veut montrer en fait que c'est un parti sérieux et il est vraiment sérieux pour la présidentielle de 2025. D'accord. Voilà. C'est une bonne stratégie pour affirmer ses ambitions donc pour 2025. Oui, oui, et puis elle est nécessaire. Pour revenir sur ce que disait Aïcha, bon, comme il s'agit de nouveaux militants, des militants qui viennent à peine d'intégrer le parti, je crois que c'est extrêmement important. Maintenant, oui, la question se pose si ça concerne tous les militants, s'il y a des gens qui sont militants de... Oui. Si c'est des nouveaux militants, ils adhèrent sur quelle base? S'ils ne sont pas formés, entre guillemets, à connaître le parti, pourquoi ils adhèrent au parti? Tu vois, c'est ça mon point. En sciences politiques, les conditions d'adhésion au parti sont multiples. Il y a des gens qui vont adhérer par ethnie et ensuite qui seront, comment on appelle ça, séduits par les idées du parti. Il y a certains qui vont adhérer parce qu'il y a un leadership, par exemple, d'un leader qui les attire et finalement ils adhèrent au parti. Il y a certains qui seront séduits par les idées du parti. Il y a certains, simplement, l'organisation du parti va les attirer. Donc, les raisons qui poussent à adhérer au parti sont multiples. Voilà. Maintenant, après, comment on fidélise les personnes? Est-ce que c'est avec des idées ou bien est-ce que c'est avec d'autres choses? Là est toute la question. Pour revenir sur ce qu'Isabelle disait juste avant de finir, que c'est grâce au RHDP. Je ne suis pas très sûr que ce soit grâce au RHDP qu'on ait cette dynamique au niveau du PDCI. Parce que les partis d'opposition, on en a toujours eu. Même lorsqu'on avait le monopartisme en Côte d'Ivoire, on a eu des gens qui se sont battus justement pour qu'on ait le multipartisme. Et en termes de démocratie, si on prend le classement annuel de démocratie des pays, la Côte d'Ivoire a beaucoup reculé et est considérée aujourd'hui comme un pays qui est à cheval entre la dictature et la démocratie quand même, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui constituent la démocratie sur lesquels on a reculé. Donc, je ne suis pas très sûr que ce soit pertinent qu'on dise que ça a progressé grâce au RHDP. En revanche, pour ce qui est de la démarche du PDC, je trouve ça intéressant parce qu'on est à l'ère du digital. Et aujourd'hui, c'est pénible de pouvoir gérer des militants avec des bouts de papier enregistrés sur des feuilles, etc. Ça déjà. Et puis deuxièmement, on sent une nouvelle dynamique au sein du PDCI. Est-ce que ça va les pousser jusqu'à conquérir le pouvoir? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant en tout cas de voir que ce parti qui est très traditionnel, qui a des pratiques très, je ne dirais pas anciennes, mais en tout cas qui ne sont pas forcément nouvelles, soit à l'ère du digital et permettent d'avoir des e-adhésions aujourd'hui en 2024. C'est un peu tardif, mais c'est intéressant. Et puis, pardon, de façon générale, on sent une nouvelle dynamique dans le pays qui, je ne sais pas si elle a déjà eu lieu à d'autres élections, ou alors ça fait très longtemps. On sent que tout le monde s'est réveillé, il n'y a pas vraiment d'appel au boycott. On sent une dynamique, une bonne dynamique électorale. Ça va être certainement des élections une élection présidentielle très ouverte. C'est ce qu'on avec souhaite. La participation de tous les partis politiques, c'est ce qu'on souhaite, Oui. En coalition ou pas. Moi, en fait, ce que je veux dire que le PDCI, contrairement peut-être à ce que Aïcha était en train de dire, un parti est régulièrement, permanemment en campagne. On n'a pas besoin forcément d'attendre, en fait, d'écouter. Chaque fois qu'il y a des sorties d'un leader, je pense que Thiam, déjà, avec les sorties qu'il a eu à faire, avec ce qu'il développe, en fait, comme sujet, ça peut pouvoir impacter un individu. Tous les partis politiques, avant même l'ouverture de la campagne présidentielle, sont constamment en campagne, de par ce qu'ils proposent, de par leur proposition, et bien leur position sur un sujet donné, de l'actualité. Mais ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que le PDCI, par le passé, n'était pas habitué à ce genre de choses. Et déjà, avec ce qu'il crée, ça montre que Thiam est en train de donner en fait, des empreintes nouvelles à ce parti-là. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Là où je rejoins Aïcha, c'est que peut-être que je n'ai pas bien regardé, mais en tout cas, quand j'ai été sur le site du PDCI, j'ai vu nulle part en fait, les idées du parti. Même si c'est très sommairement, je n'ai pas retrouvé les idées du parti. Donc, si on pousse les gens à adhérer, il faudrait peut-être à un moment donné dire ce qu'on veut faire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Isabelle voulait intervenir. Non, c'est bon? On peut avancer? Je peux rajouter une couche sur ce que je disais précédemment. Non, en fait, ils organisent tout ça vraiment pour pouvoir outiller tous leurs militants à l'engagement. Voilà, renforcer leur engagement sur la base donc, des valeurs, de l'histoire du parti, etc. Et moi, ce que je note en tout cas de ce qui a été organisé durant ces 3 derniers jours, c'est vraiment aussi l'écoute qu'ils ont eue vis-à-vis de ces militants-là, parce qu'il y a eu des conférences, débats, où voilà, chaque nouveau militant a pu faire donc, des propositions à son parti. Et c'est ça, en fait, aussi la force d'un militant, c'est d'être force de proposition, justement, pour faire avancer la structuration de son parti politique. Et c'est très bien, parce que former
ses électeurs, ses militants à la démocratie, au jeu politique de la démocratie. C'est très important parce que si vous savez les visions, si vous connaissez les valeurs du jeu démocratique, vous n'allez pas répondre à l'appel d'un candidat donc à prendre la rue pour aller vous macheter et puis faire couler le sang. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça le jeu démocratique. Je pense que tous les partis politiques devraient se mettre à cela, enseigner le jeu politique, enseigner la démocratie à tous leurs militants pour qu'eux-mêmes, après l'annonce des résultats, que personne ne prenne la rue, personne n'invite les jeunes à prendre la rue. C'est très important. Donc je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles les partis politiques, notamment le PDCI, RDA, organisent ces journées d'orientation pour orienter ces nouveaux militants, instruire les nouveaux militants sur les valeurs du parti, du plus vieux parti de Côte d'Ivoire qui, on le rappelle, donc, aura 80 ans bientôt. On va évoluer dans cette émission avec l'info du jour. Et on reste toujours en politique avec M. Isiaka Sangaré, le porte-parole et secrétaire général du Front populaire ivoirien, donc de Afi N'Guessan, qui fait une sortie pour dire, je cite, « Le fait d'avoir rencontré le président du parti ne suffit pas. Ne suffit pas à dire qu'on adhère à l'appel de Bonois, certainement. Gandhi. Il faut dire qu'après la rencontre que le président du PPACI, professeur Danon Guégui, a eu avec tous les partis, les 28 partis, les 28 personnes morales, partis, associations qu'il a eu à rencontrer, après le bilan, les réponses fusent de partout. Mais jusqu'à ce jour, le Front populaire ivoirien n'a pas encore donné véritablement une réponse franche. Ouais, ça fait déjà jaser, puisque après avoir rencontré le président Afi, comme lui-même il l'a dit, et il y a son secrétaire général, le secrétaire général du parti qui est sorti, qui a précisé qu'en fait, rencontrer que le président du parti ne suffirait pas à donner la position du parti. Mais moi, ce que je peux dire déjà de ça, ça dénote déjà du fait qu'au sein du Front populaire ivoirien, il y a assez de bruit, mais ça ne donne pas la position du parti. Voilà. Jusqu'à preuve de contraire, le Front populaire ivoirien n'a pas encore donné sa position formelle après avoir rencontré le lieutenant de Gbagbo Laurent. Est-ce que cette sortie-là nous indique qu'il y a anguille sous roche? Si tu as terminé, là, je pose la question. Non, je n'ai pas terminé. Je voulais faire un additif. Ce que je veux dire, le constat, c'est qu'après l'appel de Bonois, je sais qu'au sein du Front populaire, avec les informations que j'ai ça et là, après l'appel de Bonois, du président du PPACI, Laurent Gbagbo, il y a deux camps qui se dégagent au sein du Front populaire ivoirien. D'un camp, ceux qui pensent qu'avec l'appel de Bonois, il faut écouter Laurent Gbagbo pour voir ce qui donne au contenu de cet appel. Et d'un autre, il y a ceux qui pensent qu'il n'y a même pas lieu à discuter parce que par le passé, ils ont vécu beaucoup de choses frustrantes avec Gbagbo. Il n'y a pas lieu de l'écouter. Mais jusqu'à preuve de contraire, le Front populaire ivoirien attend de décider version ces instances de parti, voilà, qui sont le comité central, le secrétariat exécutif. Mais Afi n'a jusqu'à présent, donc le secrétaire général Isiaka Sangaré n'a rappelé que la procédure adéquate pour pouvoir décider comme ça a été fait régulièrement dans leur parti. D'accord. Et depuis la sortie, on n'a pas encore entendu le président Afi N'Guessan. Oui, le président. Je pense qu'il aura l'occasion de parler. Ce n'est pas forcément sa personne, ça peut être le porte-parole du parti, mais je pense que le Front populaire ivoirien n'a pas encore répondu favorablement ou négativement à l'appel de Gbagbo Laurent. Et je pense qu'ils attendent le contenu réel de ce que comporte l'appel de Bonois. Est-ce que Isabelle, tu penses qu'il y a anguille sous roche? Il y a des incompréhensions au sein du parti? Il pourrait en tout cas avoir anguille sous roche, parce que moi, comment est-ce que je considère la sortie aujourd'hui du porte-parole du FPI? Il vient un peu recadrer les choses suite à la sortie de Dano Djedje, qui venait donc expliquer que tous les 28 partis politiques qu'il a eu à rencontrer ont donné leur accord de principe justement sur l'appel de Bonois. Donc quand Isiaka sort, le porte-parole du FPI sort et qui vient recadrer les choses, il donne clairement, en tout cas, la position du FPI. Ce n'est ni oui ni non pour le moment. Et des informations que j'ai qui rejoignent un peu les informations que Gandhi a aussi, c'est que Pascal Afi N'Guessan est face, en tout cas, à une dissension au niveau de son parti politique entre ceux qui veulent répondre favorablement à cet appel et ceux qui ne veulent pas répondre favorablement à cet appel. Il faut quand même rappeler, si on doit convoquer l'histoire, ils ont quand même été humiliés, on les a traités d'enveloppes vides, etc. Et aujourd'hui, on vient faire appel à eux, justement pour aller faire déloger, entre guillemets, en tout cas, le pouvoir en place. Parce que c'est le projet politique qui est présenté pour le moment. Parce qu'on n'a pas de contenu factuel, réel, en tout cas, de cet appel de Bonois. D'aucuns diraient cette union
est-ce que c'est une union autour de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est une union juste de facto pour aller déloger le pouvoir en place? On ne sait pas encore quel est le contenu de cette union. Donc, moi, je dirais qu'en tout cas, on attend dans les prochains jours. L'accord de principe peut être juste parce que ils sont des partis de gauche, mais il faut aussi qu'on rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le FPI était en alliance avec le RHDP pour les élections précédentes. Aujourd'hui, changer encore, comment dirais-je, de fusil d'épaule, ça peut créer en tout cas une certaine confusion au niveau du parti politique. Mais quoi qu'il en soit, avant d'aller à un accord, et ça, je prends comment dirais-je, le cas de figure qui s'est passé lors de l'accord avec le RHDP, il y a eu toujours consultation en interne au niveau donc, du FPI pour savoir si oui ou non on y va. Donc il faut consulter en tout cas la base, l'ensemble des militants, les structures, etc. pour pouvoir donner un accord formel. On est sûr qu'il y a des tractations. Il y a des tractations en ce moment. Donc si on reste dans le jeu politique de la démocratie, donc qui règne dans chaque parti politique, c'est notre souhait. S'il y a deux partis qui ont chacune leur vision, leur volonté d'y aller donc à l'union avec le PPACI ou non, ça va être certainement porté à discussion. Oui, alors moi, ce que j'en pense, je pense qu'on avait déjà parlé du PPACI une fois ici, et j'avais parlé de la vision un peu de désordre qu'on a. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est pas de bon augure en tout cas. Désordre à quel niveau? Au sein du parti? Oui, je vais m'expliquer, parce que quand on a le secrétaire général qui vient nous dire qu'il faut consulter toutes les instances pour que notre décision soit entendue, ça veut dire, il faut lire entre les lignes, ça veut dire que la voix seule du président ne suffit pas. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Et il précise, il n'était pas obligé de le préciser, il précise que c'est déjà arrivé qu'on ne consulte pas toutes les instances, y compris la sienne, lors d'une crise interne en fait. On n'est pas obligé de savoir qu'il y avait une crise interne. Quand je dis que ça fait un peu désordre, c'est on est en train de parler de partis qui sont en train de former leurs militants, former la démocratie, etc., les nouveaux militants ou peut-être intéressés ou sympathisants. Et là, on entend parler d'autre chose, de crise interne. C'est les éléments de langage qu'on a entendus, et c'est les éléments de langage que beaucoup vont retenir. Concernant M. Afeni-N'Guessan, je pense qu'il faudrait qu'il s'exprime plutôt de lui-même, parce qu'on a l'impression qu'on le fait beaucoup parler, en fait. Tout le monde parle sauf lui. Après, concernant l'appel en lui-même de Benoît, on n'a pas grand-chose comme élément sur cet appel lui-même. On répond à quoi? À quel type d'appel? Qu'est-ce qu'il nous propose, en fait? Qu'est-ce que la proposition? Donc, je comprends un peu la réserve. Juste pour revenir à l'alliance RHDP, et je finirai là-dessus, PPACI. À l'époque, M. Afeni-N'Guessan avait dit, et je cite, ce partenariat n'était pas un accord électoral, mais il avait dit ce ne serait pas interdit de se retrouver là où cela nous semblera nécessaire. Donc je pense que la porte est ouverte. La porte, elle reste... Avec le RHDP, en tout cas, pour parler de ça. Parce qu'Isabelle en a parlé. Très bien. Les coalitions en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la première fois. L'un a été avec l'autre, pour être avec un autre. L'élection suivante... Goï. Tout à fait. Et pour reprendre justement l'histoire du FPI, on se souvient que le FPI, je crois qu'on l'a rappelé sur ce plateau, a d'abord été avec le RDR au milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 90. Après, le FPI a été avec le PDCI. Après, aux dernières élections présidentielle, on a eu ce qu'on appelle la désobéissance civile, etc., avec toute l'opposition. Juste après, on a eu les élections municipales et régionales où le FPI était avec le RHDP. Et puis là, on s'interroge de savoir est-ce que le FPI finalement ira avec le PPACI. Je pense que ça fait quand même beaucoup de virements et de revirements de ce parti. Après, on nous sortira la phrase classique, la politique c'est la saine appréciation des réalités du moment, etc. Mais je ne crois pas que ce soit forcément ça la politique, mais là n'est pas le débat. Pour ce qui est de la crise, je ne sais pas s'il y a une crise au sein du PDCI, enfin du FPI, mais une chose est claire, c'est qu'une décision pareille va susciter des remous au sein du parti. Parce que très clairement, on aura des gens qui en voudront à Laurent Gbagbo pour l'histoire récente qu'il y a entre le FPI et le divorce qui finalement a abouti au PPACI. Donc c'est clair qu'on a des revanchards au sein du parti. Mais en même temps, à côté, on aura des personnes qui peuvent être tentées de retourner avec Laurent Gbagbo. Donc, pour moi, c'est normal qu'il y ait des tractations au sein du parti. Maintenant, que cela soit affiché, là, c'est différent. D'accord. Non, mais Lambie, moi, je veux rappeler quelque chose. Parce que souvent, on parle de coalition, mais contrairement à ce qu'on pense, le partenariat entre le FPI et le parti au pouvoir n'était pas une coalition pour une élection électorale. Non, pour une élection, non, jamais. Ils se sont mis ensemble, un partenariat, ils ont des sujets bien déterminés sur lesquels ils pensent qu'ils peuvent coopérer. À un certain moment, ils vont faire un bilan. Mais la question qui se pose aujourd'hui, parce que je pense que ça fait plus jaser dans la presse que la réalité des faits, c'est Danon Djedje qui a dit qu'il a rencontré toutes les parties
en présence, tous les partis politiques y compris, et voici ce que les partis ont dit. Est-ce que le président du Front populaire ivoirien a dit quelque chose? Non. Isiaka Sangaré, qui est le secrétaire général, n'a fait que rappeler la procédure. Et là, ça ne porte pas entorse à ce qui est vraiment les principes du FPI. Parce qu'on a tendance à croire que... Je ne pense pas qu'il y a anguille sous roche. Non, il n'y a même pas anguille sous roche. C'est juste un rappel. Eux, ce rappel n'entorse en rien la démarche du Front populaire ivoirien. Il est parti, il a décidé de rencontrer certains partis politiques. Parmi les partis politiques, il y a le Front populaire ivoirien. Que dit le Front populaire ivoirien face à cet appel jusqu'au jour? Mutisme total. Donc on attend de voir wait and see. Pourquoi les gens se précipitent? Afi aura l'occasion de parler, c'est de bonne guerre. Parce que le PPACI a dit beaucoup de choses par le canal de son président par le passé, de par ses lieutenants. Ils ont traité des gens de moins que rien. Ils les ont vilipendés, les gens qui voulaient les rencontrer. C'est en cela que quand ils ont croisé Charles Blé Goudé, il a dit qu'il prenait le temps, il avait l'occasion de le temps. Au FPI, pour prendre une décision aussi sérieuse, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle soit un secrétariat exécutif ou un comité central. Ils attendent de le faire. Le fait est que beaucoup de choses se disent. Non, mais ce qui se dit, ça, c'est de bonne guerre. C'est comme aujourd'hui. Certains disent, est-ce que le président Ouattara sera candidat? C'est ce qu'on appelle la spéculation. À ce jour, le Front populaire ivoirien a reçu le lieutenant de Gbagbo Laurent. Il a reçu, il a écouté. Quel contenu il donne? On attend de voir wait and see. Le Front populaire n'a encore rien dit. Oui, donc, il faut qu'on se base déjà sur la position officielle du Front populaire jusqu'à preuve de contraire, qui n'en est rien. Il faut que les gens se calment en fait. Et ça viendra. De réagir. Non, on a vraiment le sentiment que l'appel de Bonois est lourd en fait, que la machine est lourde à pouvoir avancer. Je prends par exemple le cas de l'appel de Simone Gbagbo. Elle, en tout cas, elle a réussi son appel parce qu'elle arrive en tout cas à fédérer l'ensemble des partis de l'opposition et puis ils arrivent en tout cas à aller sur la table de discussion, à faire des propositions, à faire des conférences, tous ensemble, tous unis, sur un même pied d'égalité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de crédibilité même autour de cet appel de Bonois? Je le dis pourquoi? Je le dis parce que finalement, quand on appelle comme ça l'ensemble des partis politiques à nous rejoindre, les partis politiques pourraient en tout cas se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on y gagne. Parce qu'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a eu des propositions qui ont été faites depuis qu'on rencontre les gens? Aujourd'hui, le PPACI, quand on fait le bilan, par exemple, au régional, il y a eu 0 conseil régional de gagné. Donc finalement, on a le sentiment que ce sont les autres partis politiques qui vont venir apporter quelque chose au PPACI qu'autre chose. Et il y a aussi ce cas de figure que le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il ne peut pas aller à une élection présidentielle parce qu'il est sous le coup d'un mandat de justice. Donc du coup voilà. Donc en tout cas, ce qui pourrait nous faire penser que ce n'est pas forcément pour lui, mais une coalition certaine pour positionner quelqu'un d'autre. Voilà. Une interrogation. Oui, déjà on ne connaît pas le contenu de cet appel. Maintenant, pour les résultats du PPACI, le PPACI est très clairement en régression, mais il faut quand même rappeler qu'ils ont eu quelques communes et puis ils ont un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il ne faut pas s'arrêter qu'aux résultats du régional. Mais pour ce qui est de l'appel proprement dit, on ne connaît pas le contenu. On sait juste que le PPACI veut qu'il y ait une union de l'opposition. Est-ce que c'est pour une candidature autour de Gbagbo? Est-ce que c'est pour avoir un candidat, décider ensemble d'un candidat consensuel, celui qui aurait le plus de chances? Est-ce que c'est pour rédiger un projet de société ensemble? On ne sait pas. Donc après, c'est difficile pour les partis de se prononcer. Et puis deuxièmement, il y a eu tellement de choses avec Laurent Gbagbo, contrairement à Simone par exemple, entre Laurent Gbagbo et le FPI, entre Laurent Gbagbo et le COGEP, entre Laurent Gbagbo, etc., que ça devient beaucoup plus difficile de dire oui au PPACI que de dire oui à Simone Gbagbo. C'est ça, je dis, la machine est lourde là. L'appel est lourd. Tout à fait. Mais l'appel est lourd pour qui? Bon, après, c'est comment dire. L'appel est lourd pour qui? Pour les initiateurs. Aïcha veut peut-être répondre à la question. L'appel est lourd pour qui? Pourquoi tu ne réponds pas à cette question? Les mains. De qui? Je ne sais pas, justement. Justement. Il est, comment dire, il est quand même. Enfin, il n'est pas éligible pour l'instant. En tout cas, mais ça ne changera pas peut-être, mais il est quand même désigné candidat par son parti. Donc, ça, je pense que quand on parle d'appel, on parle peut-être de sa personne, évidemment. Après, les chiffres, effectivement, ne vont pas forcément en sa faveur. Les derniers chiffres, après, effectivement, ils ne sont pas exhaustifs. Mais je pense qu'on est dans une phase où, encore une fois, ça fait un peu de désordre de voir des petites distensions au sein d'un parti, plutôt que d'aller vers la conquête du pouvoir, d'aller peut-être vers une grâce présidentielle, d'aller peut-être, pas une grâce, mais une amnistie, voilà. D'aller vers des choses comme ça. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de voir toutes les petites brouilles qui sont à l'intérieur d'un parti. Effectivement, Gandhi a parlé du fait que ce soit Danon Diédié qui fasse sa sortie, mais je veux dire, ça fait des heures justement. Au niveau du parti présidentiel, on n'entend pas parler quelqu'un à la place du président. C'est ça qu'on veut aussi. Non, ils ont un porte-parole.
Ils ont Il y a un porte-parole. porte-parole. il Il y a n'a un pas porte-parole qui annoncé est envoyé. officiellement. Oui. Il n'a pas annoncé officiellement la candidature de son président. Donc je veux dire, on respecte quand même la parole de celui qu'on dit qu'il est président. Donc quand il sera candidat officiellement, on l'entendra. Je veux dire, on ne parle pas à la place d'un président. En fait, ça ne se fait pas. Non, il est le porte-parole du parti, il est le porte-parole du Mais Front apparemment, il populaire. s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. En fait, ça fait plus de désordre dans la presse que la réalité. De quoi s'agit-il? Il n'y a même pas de problème. Le FPI n'a pas encore donné sa position. La position du FPI par rapport à l'appel, c'est quoi? Quand ils auront le contenu, parce que tout à l'heure, Eric parlait plutôt de l'appel qu'on peut appeler l'appel de Simone Gbagbo, mais c'est un appel qui a été préparé. Les gens se sont rencontrés plusieurs fois. Alors que là, l'appel de Benoît a été lancé à un meeting et après, il envoie ses lieutenants en mission. Les lieutenants vont en mission, ils lui ramènent ce qu'ils devaient entendre. Donc et ça après... veut dire que ça n'a pas été préparé? Non, moi, ça Il a m'engage. lancé Non, ça comme ça quand je dis que ça n'a pas été préparé, il a peut-être préparé avec ses lieutenants, mais il n'a pas d'abord rencontré les personnes qu'il voulait rencontrer. Ça n'engage que. Mais moi, ce que je veux dire, puisqu'on parlait là du Front populaire ivoirien, le Front populaire ivoirien n'a pas encore donné de position. Est-ce que le Front populaire ivoirien est partant pour l'appel de Benoît? Non ou oui, les jours à venir nous diront. Et c'est de bonne guerre dans un parti. Et nous, on aimerait bien que le président Afi vienne sur notre plateau. Pour, Oui, mais bon, là, tout le monde attend que c'est un homme public, c'est un politicien, je pense qu'il serait le bien. Mais je veux dire, pour ce qu'on attend et pour ce qui est de la réalité, je n'engage pas le FPI. Je veux dire, en tant que citoyen, pour ce que je vois, pour ce que j'ai entendu, après avoir appelé certaines personnes, le Front populaire, jusqu'à preuve de contraire, n'a donné aucune suite à l'appel de Benoît. Ils attendent de voir le contenu. Sur quel contenu on se met pour suivre. Voilà, on attend de voir, c'est tout. Donc laissons le temps, autant de faire. On joue à un grand jeu du ni oui ni non de tous les côtés pour le moment. Donc est-ce que c'est flou? On va dire que c'est de la politique. On patiente, on écoute les autres, on écoute les uns, on essaie de voir les raisons des différents appels, parce qu'il y en a deux. Hein. Un qui a été assez formel, qui prépare une stratégie quand même depuis quelques 4 mois, avec une rencontre, ou un peu plus, hein, donc, qui a eu une rencontre hein, au parti du PDCI à Cocody. Un autre a été fait donc, lors d'un meeting à Benoît. C'est une bouteille à la mer, en fait. Tu vois, c'est comme s'il avait lancé une bouteille à la mer, ou bien quand les pêcheurs pêchent, ils lancent, et puis ils voient ce qui mord, en fait. Pour le moment, on ne sait pas le contenu. Voilà. Dans cette bouteille, on ne sait pas le contenu. Venez donc à cet appel, répondez à cet appel de Benoît. Ce qu'on propose, nous ne le connaissons pas pour le moment. Mais bon, nous lançons un appel au président Affi N'Guessan, parce que tout le monde dit, mais pourquoi l'autre parle? Et l'autre a parlé, mais qu'est-ce que dit le président Affi N'Guessan? On aimerait l'inviter donc sur notre plateau à venir nous rejoindre, pour s'adresser peut-être à pour qu'on sache hein, donc, sa position face à tout ceci. Quelqu'un a dit un jour, quand on t'envoie, il faut savoir, attends, vous voyez. Bon, donc ceux qui l'ont envoyé, qui disent beaucoup de choses, on aimerait savoir le message précis qu'on retient hein, donc, du président Affi, ce qui fait que nous allons passer à autre chose. C'est un autre fait du jour que nous allons visiter maintenant. Incendie à Adjamé, donc cet incendie qui a résisté pendant 4 jours hein, donc aux sapeurs-pompiers militaires à Adjamé, Black Market, un incendie d'une rare violence, on va le dire, hein, qui s'est déclenché depuis le 15 août 2024 jusqu'à hier, dimanche 18 août. Hein, ça faisait 4 jours donc depuis. Les pompiers essayaient hein, de venir à bout donc, de ce sinistre. Aïcha, quelle est la cause de cet incendie? Qu'est-ce qu'on en sait? Justement, on l'ignore. Ça a commencé donc le jeudi, jeudi dernier, donc le 15 août, si je ne me trompe pas, dans la journée, l'après-midi, précisément du 15 août, donc l'incendie a pris une partie en fait du marché. Du marché. Voilà. Et les conclusions, en tout cas des sapeurs-pompiers du groupement qui étaient là, sont qu'il n'y a pas eu de mort pour l'instant. Pas de blessés non plus, si je ne me trompe pas, mais on ignore la cause en fait. C'est peut-être parce qu'on ignore la cause que ça a duré 3-4 jours. Ça questionne aussi peut-être sur les moyens qu'ils ont eu sur place. On a vu plusieurs vidéos circuler avec des habitants eux-mêmes ou des commerçants qui essayent d'éteindre le feu, mais on a vu que ça a perduré jusqu'à tard dans la nuit encore hier. Donc on espère que ça s'est arrangé. Je pense qu'on a quelqu'un peut-être qui peut nous en dire plus. Oui, que nous essayons de joindre, hein, notamment donc, le colonel Amorissani Maxime, hein, donc sapeur-pompier, je pense que c'est le chef, hein, que nous allons... c'est le chef de corps du GSPM que nous essayons de joindre au téléphone. Si nous l'avons, en essayant, donc en attendant de l'avoir au téléphone, hein, donc on peut en parler. Oui, alors peut-être pour préciser des informations que j'ai pu avoir, en tout cas en l'état actuel des choses, le feu serait parti donc d'une rallonge à la suite donc d'un court-circuit au niveau donc du Black Market, et donc ça a ravageait quasiment 2 îlots qui correspond à peu près une dizaine de magasins. Quand on sait par exemple que Black Market, en tout cas, c'est vraiment beaucoup de constructions anarchiques, on peut en tout cas comprendre que le feu se soit vite
vite déroulé sur l'ensemble donc des magasins qui étaient là. Des informations que j'ai, en tout cas, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. En revanche, c'est des centaines et des centaines de matériels, en tout cas de commerçants qui sont partis en fumée. Et ça, c'est vraiment dommageable. En tout cas, Yako à tous ceux qui ont perdu du matériel, parce que c'est aussi le travail pour certains de toute une vie qui est réduit en fumée. Voilà, donc c'est dommage. Qu'est-ce qui pourrait être la cause? On a indiqué la cause, mais surtout les causes de cette longue durée, 4 jours de tentative pour venir à bout donc, de ce feu-là. Oui, après on aura le GSPM sûrement qui nous en diront plus. Mais déjà, la première chose, c'est déjà les types de construction. Hein, quand on construit des maisons et qu'on parle des différentes mesures de sécurité, on a l'impression que c'est juste pour nous embrouiller, pour nous perdre du temps ou pour nous perdre de l'argent. Pareil pour des magasins ou des boutiques, etc. C'est difficile, par exemple, dans nos maisons de trouver des extincteurs. S'il y a un incendie qui se déclare, comment les pompiers ont accès à la maison, etc. Ce sont des choses qu'il faut planifier avant parce qu'on ne sait jamais où un sinistre d'où un sinistre plutôt peut venir. Donc, je crois que déjà dans la construction, il faut vraiment faire attention. Maintenant, à côté de cela, est-ce que le fait que ce soit un court-circuit, la configuration des maisons a rendu plus compliqué la tâche aux sapeurs-pompiers? Je pense que si on a l'occasion de parler au GSPM, ils nous en diront sûrement plus. Et l'occasion se présente là. Le chef de corps, colonel Amorissani Maxime du GSPM, donc, est avec nous au téléphone. Colonel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à notre appel, colonel. Et puis, bravo, vous êtes arrivé à éteindre ce feu. Bravo. Ça a duré 4 jours. C'était terrible. Pour les sapeurs-pompiers, quand même, c'est un travail très risqué que vous prenez avec vos soldats. Bravo. Mais quelles étaient les causes de cet incendie? Il faut dire que les causes sont indéterminées et elles sont soumises à enquête. Ça, c'est du ressort de la police. C'est du ressort de la police, c'est ce que vous avez dit, monsieur? Donc c'est un incendie volontaire? Non, j'ai dit que c'était un incendie volontaire, mais il faut savoir que nous avons assuré la protection des personnes et des biens comme de nous. Maintenant, les causes, ce n'est pas nous qui les trouvons, c'est plutôt la police. C'est pour ça que si vous voyez le tour sur les interventions, il y avait la police qui était là, ainsi que la gendarmerie. D'accord. Donc ce n'est pas à vous, donc, de votre sort, de déterminer les causes. Quel est le bilan, alors? Ok. Le bilan, aucune perte en vie humaine. Aucune perte en vie humaine? Oui. Aucune perte en vie humaine, heureusement. Plusieurs magasins ont été sinistrés. Et une surface de 3000 m² a été acquise. Il faut dire que le gouvernement des sapeurs-pompiers a mis en place, est venu avec 4 engins d'incendie d'une capacité totale de 60 000 litres et d'un véhicule de secours d'urgence. Et 238 du corps étaient engagés sur les 4 jours. D'accord. Vous êtes intervenu à quel moment? Depuis le déclenchement de cet incendie, vous êtes intervenu à quel moment, colonel? Le groupement des sapeurs-pompiers a été alerté à 14h32 le jeudi 15 août 2024. D'accord. Et l'incendie s'est déclenché à quelle heure, vous savez? Non. Nous avons été alertés. Donc, c'est dès que nous avons reçu l'alerte que nous nous sommes engagés. D'accord. Donc, nous nous sommes présentés sur les lieux à 14h43. D'accord. Donc, 9 minutes pour arriver là-bas. Vous allez nous dire que c'est long, mais c'est dû à quoi? C'est dû à l'encombrement des routes, les difficultés que nous avons rencontrées. Très bien. Voilà, l'encombrement des routes, vous connaissez le Adjamé, Oui. à pareil moment. Colonel, bonsoir. Sans vouloir manquer de respect à votre formidable profession, pourquoi est-ce que ça a pris 4 jours? Est-ce que c'est en raison des 3000 m² dont vous avez parlé? On sait qu'il y a des maisons aussi qui ont été construites, des magasins, pardon, qui ont été construits de façon anarchique. Est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce qu'on a des causes? Ok. Les difficultés que nous avons rencontrées sont de plusieurs nombres. L'absence d'hydrants fonctionnels dans la zone et ses alentours. Ok. Nous avons aussi
très difficile, notamment au niveau des voies d'accès aux magasins et aussi au niveau des voies automobiles. Aussi, la présence d'ADO nous empêchait les manœuvres de secours. D'accord. Et ensuite, les constructions et utilisations anarchiques des magasins qui a facilité le développement de l'incendie. D'accord. Colonel, vous n'avez pas cité la suffisance ou l'insuffisance de moyens. Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté aussi? Non. Concernant les moyens, le groupement des sapeurs-pompiers, nous travaillons avec les engins et nous travaillons aussi avec les ressources en eau. Nous avons, comme je vous ai dit, en premier, c'est l'absence d'hydrants fonctionnels dans la zone qui nous a créé beaucoup de problèmes. Sinon, nous sommes arrivés des lieux avec 4 engins pompes, capacité 60 000 litres d'eau. Et nous avions des engins en réserve dans les compagnies prêts à intervenir. Ce n'était pas le manque de moyens. Les moyens, nous les avons. Mais c'était plutôt les moyens hydrauliques et surtout la construction anarchique. D'accord. Donc il y a insuffisance de bouches d'eau dans ce secteur. Insuffisance de bouches d'eau fonctionnelles. D'accord. Bien fonctionnelles. D'accord. Les bouches d'eau, c'est du ressort de qui? L'installation des bouches d'eau. Les bouches d'eau, c'est du ressort de la mairie. C'est du ressort des responsables des marchés, du district. D'accord. En revanche, ce que moi je voulais savoir, quand il y a ce genre de catastrophe, quelle attitude doivent adopter les populations? Parce qu'on n'est pas toujours, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Ce qu'il doit faire, c'est nous prévenir très tôt. C'est nous prévenir très tôt. Dès qu'il y a un accident, un incident, qui nous préviennent très tôt. Nous avons des numéros de téléphone, nous avons le 180. Et aussi, tout dernièrement, le gouvernement des sapeurs-pompiers a mis en place une application mobile des sapeurs-pompiers militaires en cas d'incident ou de sinistre. Donc, il est téléchargeable sur la plateforme Google Play Store et les démarches sont en cours pour l'hébergement en environnement Apple. Il faut rappeler le nom. Il faut rappeler le nom, colonel. De l'application. Alerte Pompier 80. Et aussi, le gros problème ici, c'était surtout les constructions. Lorsqu'on construit un magasin, lorsqu'on fait des constructions, il faut d'abord faire une étude de sécurité. Une étude de sécurité où toutes les dispositions sécuritaires seront indiquées, à savoir les moyens de secours, les inspecteurs, les robinets d'incendie armés, ainsi que la détection. Je pense que si les magasins avaient ces dispositifs de secours, je pense que les premiers secours allaient déjà être apportés. Et il faut aussi que le personnel des magasins soit être formé à de ces matériels. D'accord. Merci, colonel. Nous rappelons que vous êtes le chef de corps du GSPM. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes soldat du feu. Vous êtes arrivé avec tous vos soldats donc, à arrêter ce feu. Mais bravo encore. Toute la Côte d'Ivoire vous remercie. Et puis, à très bientôt. Cette fois pour une bonne nouvelle. N'est-ce pas? C'est un plaisir. D'accord. Merci, colonel. Il a dit, donc ce n'est pas de son ressort, ce n'est pas du ressort du GSPM donc, de faire des enquêtes pour déterminer les causes d'un incendie ou d'un sinistre. On peut l'imaginer déjà, on peut les imaginer déjà au niveau d'un marché. D'après vous, qu'est-ce qui pourrait Mais je pense que Isabelle l'a déjà dit tout à l'heure, elle a donné l'une des raisons. Ouais, j'ai dit à l'entame, c'est-à-dire que des informations que j'ai, en tout cas tous réparties d'un court-circuit sur une prise électrique. Maintenant, comme les constructions sont aussi anarchiques, on sait très bien que les prises électriques sont surchargées, on branche les prises les unes sur les autres, etc. Donc ça aussi, ça peut créer un incendie. Isabelle, c'est là qu'on s'arrête, qu'on fait la pause. À tout de suite. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Nous sommes de retour de la pause et du journal télévisé. On a récupéré Isabelle Vauvore qui est avec nous sur ce plateau. On a écouté, regardé le journal télévisé et pris bonne note donc de toute l'actualité. Et cette seconde partie sera un peu plus détendue avec des questions à Panonceau. On y va tout de suite avec la première question. Si vous m'envoyez une réclame à Régie.
Première question à Panonceau, chers amis. Devrait-on en Côte d'Ivoire organiser des mariages arrangés pour les célibataires endurcis? On a pensé à vous aujourd'hui, très chers célibataires. Il y en a qui, sur les réseaux sociaux, souhaitent qu'on vous emprisonne tous. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que vous avez fait. Mais bon, nous, on va essayer de trouver des solutions pour vous. Alors, devrait-on... Qu'est-ce qu'un célibataire? Qu'est-ce qu'un célibataire? Oui. Vas-y, dis-nous. Non, c'est toi qui dois me dire. Qu'est-ce qu'un célibataire? Parce que dans C'est Abidjan, quelqu'un ici, qui n'est on pas sait plus. marié. D'accord, Ouais, d'accord. officiellement. D'accord. Très bien, légalement. Non, il faut qu'on définisse et tout le ça. cadre. Il faut qu'on définisse. D'accord, ok. D'accord. Bon, allons sur le cas où c'est quelqu'un qui n'a personne dans sa vie. Ok. C'est-à-dire qu'il n'est pas marié. Ah. Il n'a personne dans sa vie. Allons sur ça. Tu peux Parce ne que pas être si marié tu, et es, avoir quelqu'un. si tu es en concubinage, ou encore si tu es, comment je veux dire, en cheminement, ok, pour parler comme chez nous, si tu es en cheminement, tu es sur la voie du mariage. Mais bon, il y en a qu'on connaît, peut-être sur ce plateau, qui sont assis, ils n'ont personne et puis ça ne leur fait rien. Donc c'est de cela on parle. Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire devrait instituer le mariage forcé, arrangé? Et ça se fait en Chine, vous savez, hein, ça se fait en Chine. Donc, d'accord ou pas d'accord, les mariages arrangés par le gouvernement, les dates et tout ça, donc l'État organise. Hein. Le gouvernement, même. L'État organise, l'autorité organise, des dates, des Un rendez-vous, décret arrange des en rendez-vous. Conseil des ministres. Panonceau, allons-y, d'accord ou pas d'accord? Personne ne va se décider. Je comprends pas. Isabelle, Bobo, ton Panonceau est tournant. Oui, il est tournant parce Mais que pourtant, moi je reste catégorique. C'est Il faut des, qu'on soit catégorique. c'est des réponses formelles. Non, je suis mitigée, je suis partagée. Partagé? Je suis partagée. Déjà, j'aimerais faire le distinguo entre mariage forcé et mariage arrangé. Mariage arrangé, pas Voilà, forcé, donc c'est arrangé. vraiment mariage arrangé, Arrangé. c'est-à-dire des gens qui sont majeurs, qui veulent en tout cas se marier, mais qui ne trouvent personne. C'est important aussi d'avoir quelqu'un dans sa vie, d'avoir de l'amour. Mais je pense quand même que le gouvernement a tellement de charges, en tout cas, à gérer, que vraiment venir gérer encore les affaires de... Est-ce qu'on va dire que le mariage gouvernement arrangé. chinois Là, s'ennuie? je dirais oui. Je pense qu'entre familles, on peut faire des mariages arrangés. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai ma fille voilà, qui est en âge, en tout cas, de pouvoir se marier. Toi, tu as ton fils qui peut aussi se marier. Voilà, on est de famille, on se côtoie. Voilà, donc on peut arranger le mariage, on peut... Voilà. Ça aide en tout cas socialement, économiquement, ça évite beaucoup de problèmes aussi parce qu'on partage les mêmes valeurs, on partage la même culture, voilà, on se fréquente depuis toujours, les enfants aussi se fréquentent peut-être depuis toujours, ça évite beaucoup de problèmes et on est aussi en soutien à ce mariage qui se fera. Donc au niveau des familles, oui, mais au niveau étatique, je dirais non. Donc je dirais panneau tournant. Panneau tournant? Ah, Il là, me donne, là, tu il me prends pas donne- de il me donne- décision il me donne du catégorique. tournis. Non, j'essaie de lui dire que son panneau tournant me donne du tournis. Donc il faut choisir. Oui. Pose c'est la non. question Finalement, formellement. Finalement, c'est non. Formellement, non, pose la question formellement. Devrait-on en Côte d'Ivoire, pour aider les célibataires endurcis, organiser des mariages arrangés? Au niveau de l'État? Oui, pourquoi pas? Ou des familles. Parce qu'en Chine, l'État organise arrange les mariages. Donc, au niveau de l'État. Organise de bout en Donc, bout, hein, donc, au niveau- rencontre, les donc, au dates et niveau tout de ça. l'État? Oui, au niveau de l'État. Tu dis oui, non. Ben voilà. Et tu as donné tes raisons. Pas d'accord? Pas d'accord. Le Pas d'accord, deuxième, non? pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec des mariages arrangés sous l'autorité du gouvernement, en fait. Moi, je pense qu'un mariage arrangé, excusez-moi, ça doit être laissé à l'appréciation, en fait, de ceux qui sont dans le couple. Voilà, un mariage arrangé selon leurs humeurs. Déjà, si on doit mettre l'autorité, même le gouvernement, ça va faire un peu sous pression. Voilà. Donc, moi, je pense que ça doit être laissé à l'appréciation, un mariage. Il faut peut-être se demander comment ça va se faire. Oui, mais on met juste- personne sous pression. Oui. On vous fait rencontrer, toi par exemple, tu es dans le groupe, Oui. hein, avec 5 Ouais, je ne suis pas dans le groupe, je suis écarté. Je suis pas un C'est un célibataire exemple. endurci. Non, c'est même pas sur moi. Prends l'exemple sur Amour. Ah non, mais pas du Alors, C'est tout en donc, vrai. on en prend 5 hommes célibataires Ouais. et 5 jeunes femmes. Célibataire endurci. Célibataires endurcis. Ouais, ouais. Ok, on organise des dates, restaurants, pour qu'ils s'apprécient et que chacun fasse son Sur choix. le budget de l'État? Bien sûr. Non, moi je dis non. Parce qu'il se fait en Je Chine. reste sur... Ça On a va, trop ça de va, problèmes. ça va, ça va, Oui, ça mais va. la Chine n'a pas les mêmes problèmes Ça que va nous rendre connaissons. paresseux et puis ça va créer en fait beaucoup de malhonnêteté, surtout que c'est l'État, en fait sur le budget de l'État, je pense que voilà. Mais je pense que sans ce genre de choses, il faut plutôt inviter les gens à se marier en fait sur des valeurs, hein, pour ma part. Ben, moi je ne serais pas d'accord pour des mariages où on doit forcer des célibataires. Et puis bon, la vie, il y a des gens qui acceptent d'être célibataires à vie. Hein. Ouais. Voilà, il y a des gens qui acceptent d'être célibataires, il y a des gens qui décident d'être seuls après beaucoup d'expérience, il y a des gens qui décident d'être seuls pour bien vivre, voilà.
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une certaine liberté totale à laisser à ceux qui veulent se marier ou pas. Parce que le mariage, c'est une autre réalité. Très bien. Aïcha? Bon, moi, j'ai mis la seule d'accord pour être un peu dans la contradiction. Après, sur le principe de ta formulation, le gouvernement, bon, c'est pas forcément pour moi à eux de s'en mêler de ça. Hein. Et d'ailleurs, la Chine n'est pas forcément un bon exemple. Hein. Et puis, il faut dire qu'il y a eu le principe de l'enfant unique aussi pendant des années, qui fait qu'on a dû marier les femmes par tous les moyens possibles, marier les hommes, excusez-moi, par tous les moyens possibles, parce qu'il y avait un décalage aussi. Sur le principe, donc c'est pas forcément le gouvernement qui peut organiser ça. Et je rejoins Isabelle, pardon. Mariage forcé n'est pas mariage arrangé. Donc on a quand même le consentement. Je veux dire, et comme Gandhi l'a très bien dit, tous les célibataires ne sont pas forcément malheureux et tous les célibataires ne sont pas forcément seuls. Voilà. On n'a pas forcément toujours l'occasion de rencontrer des personnes, qui... Le date aujourd'hui, comme on dit hein, en anglais, est devenu peut-être plus difficile qu'avant. Donc parfois, le fait que les parents s'en mêlent, ça se fait, hein, le mariage arrangé se fait toujours aujourd'hui. Hein. Les familles, bonnes familles ou pas, mais ça a toujours existé, ça existera toujours à mon avis. Je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si c'est un célibat qui dérange, il y a peut-être besoin de s'en mêler et il y a des raisons politiques aussi derrière parfois. Il y a beaucoup de mariages, on est là, on est assis, il y a beaucoup de mariages qui sont arrangés. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de tromperies aussi, il y a plus d'entente, mais tous les mariages ne sont pas des mariages d'amour. Il y a aussi des mariages politiques, il y a aussi des mariages qui réconcilient des villages, des familles, pour la bonne entente aussi. Donc il n'y a pas que des mariages d'amour, c'est une réalité qu'il faut dire aussi. Donc c'est toi ceux qui est d'accord, on va dire Non, d'accord, sous quelles conditions? Quelles conditions devrait-on? À condition quand même que les deux intéressés principaux, qui vont quand même vivre ensemble normalement jusqu'à la fin de leur jour, en principe, soient quand même d'accord. Donc ça veut dire qu'aussi qu'ils peut-être sacrifient, si ce n'est pas un mariage d'amour, hein, leur amour au profit peut-être d'autres enjeux beaucoup plus grands. Après, l'amour, c'est aussi le temps. On a vu que parfois l'amour grandit avec le temps. Et l'amour, parfois, se construit aussi avec le temps. Le temps est relatif. Le temps et l'amour vont ensemble, je trouve. Très bien. Le temps et l'amour vont ensemble. Oui. C'est ça. Oui. On apprend à aimer avec le temps. Avec le temps. Comme on apprend Comme aussi on à apprend détester. Oui, effectivement. Avec le temps. Mais on dit que l'amour et la haine sont frères. Ouais. C'est de faux frères. Arnaud Goï. Oui, pas d'accord. Ce serait quand même compliqué que le ministère de l'Intérieur nous appelle pour nous dire, bon, tous les... C'est plutôt le ministère de la famille. C'est de la famille. C'est pas de cette façon que ça devrait se faire. Parce que je pense qu'ils sont inscrits sur des sites de façon volontaire. Non, ils s'affirment comme célibataires. Et puis après, donc, les dates sont organisées. Je parle de l'État chinois. Oui, non, je le dis pour rigoler, mais après, il y a tellement une dimension personnelle dedans parce que peu importe le temps que ça prend, c'est nous qui vivons avec la personne après. C'est le marié ou la femme qui vit avec l'autre personne. Donc, quand c'est arrangé et qu'il n'y a pas forcément le consentement, dedans c'est compliqué. Si c'est arrangé par l'État, demain quand ça ne va pas, on dit voilà la femme que l'État m'a donnée. Est-ce qu'on peut arranger sans consentement? Arranger? Oui, non, je reviens là-dessus. Hein. Arranger n'est pas forcé. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que... On peut arranger sans consentement. Il y a déjà tellement d'entremetteurs, je peux dire comme ça, que ce soit des amis, des connaissances, des sites de rencontres, etc., pour que ce soit un problème vraiment étatique. Non, je pense que si on cherche vraiment, on peut trouver, hein, je me dis. L'État incite implicitement les citoyens à se marier, à avoir des enfants. Parce que, par exemple, dans la fonction publique, quand tu es marié, tu as un peu plus de revenus. Quand tu as un enfant, tu as plus de revenus, etc. Donc voilà, l'État implicitement incite en tout cas au mariage. Non, là, je ne suis pas d'accord. À faire des enfants. Laisse-la finir d'abord. En tout cas, à être en couple et à construire en tout cas une vie de famille. Voilà. D'accord. Tu peux réagir maintenant. Non, en fait, ce qu'elle disait, c'est avoir des enfants, c'est différent d'être marié. On peut avoir des enfants et on n'est pas marié. Parce que quand on a des enfants, c'est là qu'on paye en fait ce qu'on appelle les allocations des choses. Je parle de la famille dans sa globalité. Oui. Je parle de l'incitation que l'État fait pour qu'on puisse avoir en fait un socle familial. Voilà. Tout à fait. Et c'est même marqué dans la Constitution que la famille est le socle de la... Voilà. Et c'est pas pour rien si on a un ministère de la famille, de la famille, de l'enfance. Parce que c'est important aussi dans la vie de tout être, de pouvoir évoluer. Parce que je veux dire, la famille n'est pas forcément dans les liens du mariage officiel. On peut vivre en concubinage. Oui, mais ce que je veux dire... Faut te marier. Et dans ce cas, voilà, excuse-moi de te couper à ce niveau-là, mais là où je pourrais éventuellement rejoindre Gandhi, c'est que voilà, quand on vit par exemple avec quelqu'un sans être marié, à ce moment-là,
pour légaliser les choses, pourquoi pas penser à instaurer le Pacs, par exemple, comme ça se fait en France. Ici, ça ne se fait pas. Donc, du coup, le jour où... Il faudra peut-être expliquer à ceux qui savent pas. Voilà, pardon, le Faudra Pacs. peut-être, oui, faudra peut-être Le expliquer. Pacs, en fait, c'est juste d'aller se déclarer, voilà, qu'on vit ensemble. Et du coup, légalement, on reconnaît les biens des uns et des autres. Et quand il y a décès, par exemple, d'un conjoint pacsé, automatiquement, c'est un peu comme un mariage, mais ce n'est pas vraiment un mariage. Ouais, ouais. D'accord. C'est une protection juridique aussi. Exactement, oui, ça sert plus de protection juridique qu'autre chose. Le livre saint l'ont écrit, il n'est pas bon pour l'homme que d'être seul. C'est pourquoi Dieu a fait pour lui une aide semblable. Une aide semblable, ça veut dire que c'est pas bon même d'être seul. Mariez-vous, on va rien arranger ici. Ça va rester à l'état chinois. Après, on peut se marier et Mais écoute, je t'invite bientôt. C'est dans pas longtemps. Ah non, vous n'êtes pas marié, Pas du tout alors. Vous n'êtes longtemps. pas marié, Non, pas du tout longtemps. Allez, poursuivons avec nos questions. Quelles sont les... deuxième question à Panonceau. Quelles sont les dispositions à prendre pour les parents d'élèves, et là nous parlons éducation, donc la rentrée c'est bientôt, hein. Quelles sont les dispositions à prendre pour les parents d'élèves pour une rentrée scolaire réussie de leurs enfants? Il a dit, c'est quelle Quelles période sont- qu'on va répondre à... Non, Quelles ça sont c'est les un débat dispositions? ouvert. Ça, c'est un débat ouvert. Ça, c'est pas pendant ça, c'est un débat ouvert. Pour moi, il n'y a pas de... Hein? C'est pas celui qui veut parler lève sa main peut-être, lève son panonceau. Aïcha, vas-y. Les dispositions, donc au niveau de... Pour réussir justement son année scolaire, c'est ça? C'est La ça. rentrée. parle Pour réussir la on parle- rentrée scolaire. On parle de tout âge en fait. C'est les ça parents, en Ouais. fait. Je pense, oui, on parle de tout âge. Hein. De tout Je pense qu'il faut se remettre dans le bain déjà assez rapidement. On a parlé du fait que la rentrée approchait quand même à grands pas. Il ne faut pas être surpris par la rentrée, il faut préparer la rentrée. Hein, la préparation précède l'action. Donc il faut préparer la classe aussi dans laquelle on va rentrer. Il faut des livres pour ça, il faut des cahiers, il faut, si on a la chance d'avoir des parents enseignants, c'est encore mieux. Mais il faut qu'ils aient le temps aussi de mettre les enfants dans le bain. Il faut aussi faire comprendre à l'enfant pourquoi il va à l'école. Ça, c'est très important. Parler avec l'enfant, lui expliquer ce qu'il va chercher cette année-là, s'il rentre en CM2, s'il rentre en 6e. La 6e, c'est le début d'une nouvelle ère, en fait. C'est le collège qui arrive. On sait que beaucoup de turbulences arrivent en 6e. On a des questionnements sur l'orientation aussi. Donc, peut-être commencer à demander à l'enfant ce qui l'intéresse dans la vie. Pas seulement ce que nous, on a fait et qu'on veut reproduire sur l'enfant, mais ce qui l'intéresse d'abord pour essayer de voir si ça peut rentrer en corrélation avec la vision qu'on va lui donner. Déjà en 6e? Oui, effectivement. Effectivement, les chiffres le disent, hein, c'est beaucoup au niveau du collège, début du collège, que les orientations se font. Et puis il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent très tôt, hein, qui n'attendent même pas la 6e parfois. Moi, je donne ça comme conseil parce qu'effectivement, c'est une période un peu charnière, la période 6e, la période collège, excusez-moi. Jusqu'à la 3e, c'est là qu'on va vraiment voir un peu Il y aura forcément une petite orientation derrière. Et j'incite vraiment les gens, les enfants, les parents à donner une orientation à leurs enfants pour qu'ils puissent aimer ce qu'ils font et surtout être compétents dans leur domaine. On a besoin de compétences. Je ne cesserai de le redire ici. Moi, je suis l'exemple, je savais déjà ce que je voulais depuis très tôt. Ouais. Hein, et quand je l'ai dit à mon père, il n'était pas content du tout. Waouh. Ouais, j'avais déjà choisi ce métier. Très tôt, c'est quand environ. Très tôt, c'est quand? Très tôt, c'est quand Très tôt, c'était déjà en 5e. Ok. Tout le monde disait que quand j'oublie son nom, mais ma prof en français, elle est même interrogée pour lire, pour faire de la lecture ou pour réciter des poèmes à cause de la voix qui était déjà là, donc très jeune et tout ça. Donc j'avais choisi ce métier depuis longtemps. C'est pas parce que quelqu'un a échoué quelque part qu'il a choisi. Non. Métier de passion, on a choisi parce qu'on voulait le faire déjà Je me depuis demande longtemps. juste Voilà. si Gandhi voulait être Donc tu as footballeur. raison. Excusez-moi. Tu voulais voir? Est-ce que tu voulais être footballeur, toi Non, moi, Ah, j'ai jamais d'accord, voulu être d'accord. footballeur. C'était un passe-temps. D'accord. Qui d'autre répond à la question? Ouais, moi, en Gandhi, fait, ce tu as que la je voulais- parole. ouais, pour une rentrée scolaire réussie, déjà, ce que je pense que je peux te demander, les parents doivent faire ce que je peux appeler une réunion de rentrée scolaire au sein de la famille. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler avec les enfants qui soient petits, soit au secondaire, pour leur faire comprendre la nécessité de la reprise de l'école. Parce que c'est ça. Il faut discuter, il faut dialoguer avec les enfants. Il faut déjà t'habituer, en fait, à les responsabiliser malgré leur âge. Et mieux, il faut que les parents soient des amis à l'enseignant pour ceux qui sont à l'école primaire ou aux enseignants. Il faut l'apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ça ne vous gêne pas, père, même mère d'enfant que vous soyez, d'aller rencontrer l'instituteur de votre élève ou de rencontrer les professeurs régulièrement. Vous le faites de façon périodique. Parce que c'est eux qui savent en fait le suivi de vos enfants. C'est vraiment malheureux pour ceux qui sont pas peut-être ceux qui sont au village, certains parents ne sont pas allés. Mais déjà, quand vous êtes le tuteur d'un enfant, quel que soit son âge, il faut que vous soyez en contact avec les enseignants pour suivre, ne serait-ce que le travail de l'enfant. Ça, c'est important. Et puis mieux, ce que je veux dire, quand des enfants sont mineurs, ils sont petits, ils n'ont pas encore peut-être 18 ans, ils ne sont pas en classe de terminale, parce qu'aujourd'hui, on a 16 ans, on est en terminale, il faut que les parents arrivent eux-mêmes à se déplacer pour faire les inscriptions des enfants. Là, ils sont au contact déjà avec l'école et ils savent
le contenu de ce qu'on veut dire à l'école. Parce qu'on n'a pas toujours le temps, on laisse l'enfant faire, alors que l'enfant n'est pas toujours assez responsable. Puisque l'âge mineur, la minorité, c'est de l'école primaire jusqu'en terminale. Donc, il faut toujours suivre l'enfant comme un petit, en fait, à tous les niveaux. Ça, c'est de nos jours. Il y a des gens de terminale qui sont les doyens. Hein. Oui, mais ça, c'était avant. Le monde bouge aujourd'hui. Les enfants, ils ont 16 ans, 17 ans, ils sont en terminale. Ce que je veux dire, le suivi, c'est-à-dire qu'il faudrait que les enseignants soient vos amis. Quand vous êtes parents d'élèves, il faut que ça soit vos amis. Il faut que ça soit une autre famille. Parce que l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Donc, pour le suivi, il faut que ça soit si vous pouvez avoir son téléphone, vous pouvez les appeler régulièrement. Et puis, il faut discuter avec les enfants. Il faut leur faire comprendre la nécessité de l'école. Le monde bouge aujourd'hui. Mais mieux, je pense qu'au-delà de tout ça, il faut que les parents eux-mêmes puissent aller dans les établissements, suivre aujourd'hui tout ce qui est l'actualité concernant l'école, pour ne pas se faire en fait prendre par certains véreux, encore comme on le dit, pour les marmailler, comme on le dit dans le jargon ivoirien, au niveau des fournitures, au niveau de tout ce qui est orientation, tout. Parce que souvent, ce qui est officiel est plus facile, mais les gens ont tendance à passer par des chemins torturés, malhonnêtes, alors que c'est plus facile d'aller vers l'officiel. Qu'ils aillent vers l'officiel, vers la direction. C'est l'adage ivoirien qui dit ça. Voilà, c'est ce que moi je voudrais dire. Isabelle. Préparer la rentrée scolaire réussie de ses enfants, ça se prépare déjà dès les vacances, hein, parce que ne serait-ce que le fait de faire voyager son enfant, on dit voyager, c'est lire, c'est l'équivalent de lire 10 livres pour un enfant, donc ça le prépare déjà à cette ouverture d'esprit qu'il pourrait avoir à la rentrée des classes. Quand on parle de rentrée des classes, c'est aussi une angoisse pour les parents, parce que financièrement, ça pèse énormément, donc il va falloir faire quelques coupes budgétaires, faire preuve d'ingéniosité. Si par exemple on a l'habitude d'acheter la robe carreau au supermarché, ben on peut acheter plus un lambêtre de tissu et faire coudre par exemple chez le tailleur, mais ça, faut s'y prendre bien avant pour éviter que le tailleur ne finisse pas la couture lors de la rentrée des classes. C'est aussi s'y prendre bien plus tôt en fait avec l'approvisionnement de livres. Il y a des réseaux, en tout cas, de parents d'élèves qui se passent les livres aujourd'hui d'une classe à une autre, etc. Donc ça permet en tout cas d'amoindrir les coûts. Et moi, c'est vraiment cet aspect économique, là, ce sur quoi les parents ça coûte cher une rentrée scolaire. Exactement, devraient en tout cas s'apesantir. Après, moi, je me rappelle quand j'étais petite, quand on parle de rentrée des classes, j'étais très enthousiaste parce que j'aurais un nouveau sac, j'aurais une nouvelle robe, etc. Donc pour les enfants aussi, comment dirais-je, c'est une source de bonheur et de joie, et voir son parent ne pas pouvoir lui offrir ça peut être aussi déstabilisant pour l'enfant qui commence à rentrer de classe. Donc du coup, il va falloir se préparer économiquement au niveau des parents pour pouvoir assurer un bel avenir à son enfant. Il va falloir économiquement se préparer, et déjà dès qu'on annonce les vacances, il faut que vous soyez prêts, tout le monde est intervenu là-dessus, n'est-ce pas? Va falloir peut-être juste un mot, je ne suis pas intervenu, mais comme tout a déjà été dit, peut-être juste un mot. J'ai juste une pensée pour les parents d'enfants en situation de handicap, pour qui toutes les rentrées sont extrêmement... De handicap. C'est ce que j'ai dit, ou j'ai dit autre chose? J'ai entendu d'handicap, mais c'est pas grave. Ah non, j'ai dit de handicap, ouais, c'est ça. Non, surtout, handicap, ceux qui ne sont pas toujours acceptés. Oui, tout à fait. Il faut trouver des écoles spécialisées qui ont des cours particuliers, etc. Donc, j'ai une grande pensée pour tous les parents d'enfants en situation de handicap. Et pardon, moi, juste pour embrayer le pas à Isabelle, je voulais juste dire aussi aux enfants, peut-être d'être un peu indulgents avec leurs parents et ne surtout pas se comparer à leurs confrères. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. On ne va pas à l'école pour être premier de la classe. Pas forcément. On va pour s'instruire. On n'y va pas forcément pour être premier. On y va pour s'instruire. Mais c'est bon si on est premier. C'est bon d'être premier. Je ne vous ai pas dit de ne pas être premier. Hein. Si tu es premier, c'est bon. Mais il y en a qui, à force de vouloir être premier, se mettent à tricher. Les enfants. Vous voyez? C'est cela. Il faut apprendre, il faut comprendre la vie. La vie, ça s'apprend aussi à l'école. Hein. Donc, étudiez vos cours, préparez, aidez vos parents à préparer cette rentrée scolaire. Et une fois qu'elle a commencé, vous n'avez pas le droit d'anticiper les congés. De toute façon, maintenant, quand vous anticipez les congés, on vous envoie quelque part pour faire service militaire. Voilà, merci donc, très chers enfants, de nous écouter et de prendre acte de tout ce que nous avons dit en l'appliquant. Très bien, merci à vous tous. On prend plaisir à se retrouver demain. Même heure, 19h jusqu'à 20h30. Merci très cher de nous avoir regardés, partagé le direct et commenté surtout tous les sujets. On se retrouve demain. Shalom.